L'Espagne n'a pas changé du jour au lendemain, ce n'était pas une rupture immédiate ou un effondrement soudain, c'était un lent processus qui s'est construit avec des décisions, des tensions et des erreurs accumulées au fil du temps. Tout a commencé à prendre forme le 3 janvier 1874, lorsque le général Pavia a fait irruption au Congrès des députés et a mis fin à la Première République, une tentative politique qui avait duré à peine 11 mois et qui n'avait pas eu le temps de se consolider dans une société profondément divisée. À partir de ce moment, le cap est fixé, l'armée fait clairement savoir qu'elle ne fait pas confiance à cette expérience et choisit de rendre le pouvoir à la monarchie. Quelques mois plus tard, le 29 décembre 1874, le général Martínez Campos proclame Alfonso, le jeune Alphonse. Au cours des décennies suivantes, notamment entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, le pays a connu une stabilité superficielle, marquée par des accords entre partis partageant le pouvoir tandis qu'une grande partie de la population était laissée à l'écart. Parallèlement, la réalité sociale commençait à changer, l'industrialisation progressait de manière inégale, les conditions de travail étaient dures et le mécontentement commençait à grandir dans différentes parties du territoire. En 1890, il y a eu des changements importants comme l'expansion du suffrage masculin, mais cette ouverture n'a pas entraîné une véritable transformation du pouvoir, puisque le contrôle a continué à être concentré entre les mains d'une minorité. Pendant ce temps, les conflits étrangers ont ajouté à la pression. Entre 1895 et 1898, les guerres à Cuba, à Porto Rico et aux Philippines affaiblissent encore davantage la position de l'Espagne dans le monde, et en 1898 la perte des dernières grandes colonies est consommée, un coup qui touche à la fois l'économie et l'identité du pays. Cette même période a été marquée par la mort de personnalités clés, en 1897 l'assassinat d'Antonio Canova del Castillo, ce qui a laissé un vide important au sein de la structure politique qui avait maintenu la stabilité pendant des années. À partir de là, une autre étape a commencé, connue sous le nom de post-canovisme, au cours de laquelle les tensions internes ont commencé à devenir plus visibles. L'économie était orientée vers le protectionnisme pour tenter de compenser les pertes, tandis que les inégalités sociales continuaient de croître. Certaines réformes du travail étaient introduites pour mettre fin aux troubles, mais elles étaient insuffisantes. Les classes populaires ne disposaient toujours pas d'une véritable représentation politique et le mécontentement continuait de croître. Dans le même temps, le pays traînait des conflits internes comme le carlisme, en plus de nouveaux courants idéologiques qui commençaient à se renforcer, l'anarchisme et le socialisme commençaient à s'organiser et à remettre en question l'ordre établi. Tout cela se produisait alors que dans d'autres parties de l'Europe de profondes transformations étaient déjà en cours, laissant l'Espagne dans une position de plus en plus en retard. Ce qui semblait être une stabilité cachait une accumulation constante de tensions, une pression silencieuse qui ne disparaissait pas, mais s'accentuait au fil des années, préparant le terrain pour des changements beaucoup plus profonds qui allaient survenir dans les décennies suivantes. Le tournant du siècle n'a pas apporté une réelle stabilité, ce qui semblait être un contrôle a commencé à montrer des signes d'usure, et dans ce contexte, le 17 mai 1902, Alfonso. Son arrivée marque le début d'une nouvelle étape, mais elle témoigne aussi de quelque chose de plus profond, la lente décomposition de la structure héritée de la fin du XIXe siècle, d'une manière de gouverner qui avait laissé de côté une grande partie de la population, notamment les classes populaires, qui n'avaient pas réellement accès à la vie politique. Travailleurs, intellectuels et secteurs insatisfaits. Durant les premières années du règne, les gouvernements se succèdent rapidement. En 1903, des personnalités comme Maura et d'autres dirigeants ont assumé des responsabilités au milieu d'une transition constante, mais cette rotation n'a pas résolu le problème sous-jacent. Le roi lui-même est intervenu dans des décisions clés, générant des tensions institutionnelles qui ont encore affaibli la stabilité.
L'un des moments les plus délicats s'est produit lorsque l'autorité dans le domaine militaire a été remise en question, ouvrant une crise qui a révélé les limites du pouvoir constitutionnel. Entre décembre 1904 et juillet 1905, il y eut des changements dans le gouvernement qui reflétaient le manque de cohésion, tandis que dans le domaine social, la tension continuait de croître. À Barcelone, en 1905, un incident lié à des publications satiriques provoqua une réaction directe de l'armée, qui répondit en attaquant l'imprimerie et les médias critiques, ce qui conduisit à l'approbation de lois qui élargissaient la juridiction militaire sur la population civile, marquant un tournant vers des positions plus dures. Dans le même temps, au niveau international, l'Espagne a tenté de maintenir son influence. Entre janvier et mars 1906 a eu lieu la conférence d'Algésiras, où a été abordée la réorganisation de l'Afrique du Nord et à laquelle l'Espagne a participé avec d'autres puissances européennes, mais cette tentative de présence extérieure contrastait avec la fragilité interne qui ne cessait de croître. La même année, en mai 1906, Alfonso. La distance entre le pouvoir et la population s'est accrue. Les décisions ont été prises en petits cercles tandis que les troubles se sont propagés, et même si en apparence le pays a continué à fonctionner, au fond, un changement beaucoup plus profond se préparait, qui ne se manifesterait pas immédiatement, mais qui était déjà en cours, avançant pas à pas vers une étape de plus grands conflits et de transformation. Au fur et à mesure que les premières années du XXe siècle avançaient, la tension a cessé d'être silencieuse et a commencé à se manifester visiblement. Le pays ne se contentait plus d'accumuler des troubles, il commençait à réagir. En 1907, Antonio Maura accède au pouvoir avec l'intention de renforcer le contrôle interne, de durcir les mesures politiques et de limiter davantage les libertés pour tenter de contenir une réalité qui évolue déjà trop rapidement. Mais le véritable tournant s'est produit en 1909, lorsque la présence espagnole au Maroc s'est transformée en un conflit ouvert, ce qui jusqu'alors était une intervention limitée est devenu une guerre de plus en plus coûteuse, tant en ressources qu'en vies humaines. La résistance sur le territoire africain a été intense et les défaites initiales, comme celle de Barranco del Lobo en juillet 1909, ont généré une forte réaction en Espagne. La guerre ne se déroulait pas seulement à l'étranger, elle commençait à se déplacer à l'intérieur du pays. L'envoi de troupes, dont beaucoup étaient composés de travailleurs sans ressources, a provoqué un profond rejet, notamment dans des villes comme Barcelone, où la mobilisation obligatoire était perçue comme une injustice. Les troubles accumulés trouvèrent alors un moyen d'expression directe. Entre le 26 et le 28 juillet 1909, la situation explose, ce qui a commencé comme une protestation se transforme rapidement en une révolte généralisée, la soi-disant semaine tragique fait remonter à la surface toutes les tensions contenues, les rues se remplissent d'affrontements, des barricades sont érigées, des édifices religieux sont incendiés et l'ordre est complètement bouleversé pendant plusieurs jours. La réponse a été forte. L'armée est intervenue pour reprendre le contrôle et la répression a été dure, marquant un avant et un après dans les rapports entre le pouvoir et la population. L'impact de cette époque ne s'est pas limité à la violence immédiate, il a laissé une marque profonde qui a montré que l'équilibre maintenu pendant des décennies ne pouvait plus être maintenu de la même manière. Dans les années suivantes, loin de se stabiliser, la situation continue de se détériorer. En 1912, l'assassinat de José Canalja à Madrid confirme que la violence politique fait désormais partie de la réalité du pays. Cette même année marque la fin d'une des tentatives de réforme les plus sérieuses de l'intérieur du pouvoir, laissant une fois de plus un vide difficile à combler. À partir de ce moment, la politique entre dans une phase d'instabilité constante, les gouvernements se succèdent sans parvenir à se consolider, les décisions sont prises sous pression et les tensions sociales ne cessent de croître. Entre-temps, l'Europe entre dans une nouvelle étape avec le début de la Première Guerre mondiale en 1914, un conflit dont l'Espagne reste à l'écart,
mais dont les conséquences économiques et sociales se font fortement sentir à l'intérieur. La neutralité n'a pas apporté le calme, au contraire, elle a intensifié les inégalités, tandis que certains secteurs ont profité de la situation, d'autres ont vu leurs conditions se détériorer, le mécontentement s'est accru et les protestations se sont multipliées. Le pays s'est dirigé vers un scénario où la stabilité n'était plus une option réelle, mais plutôt une illusion qui s'effondrait peu à peu. Ce qui avait commencé comme une tentative de maintenir l'ordre après 1874 se transformait en une crise qui s'aggravait, une crise qui ne pouvait plus être cachée et qui ouvrait la voie à une rupture bien plus grande dans les années à venir. À partir de 1917, la tension cesse d'être une sensation diffuse pour devenir une crise ouverte. Cette année-là marque un point de rupture où coïncidant de multiples conflits, d'un côté, le mécontentement au sein de l'armée, de l'autre, la pression politique de différents secteurs et, en même temps, une mobilisation sociale croissante qui remet en question la direction du pays. En juillet 1917, la situation atteint un niveau critique, les militaires organisent des réunions pour défendre leurs intérêts, tandis que les représentants politiques se réunissent à Barcelone pour exiger des changements profonds, et en parallèle, le mouvement ouvrier organise des grèves qui paralysent des secteurs clés, le pays est divisé en plusieurs fronts qui ne peuvent plus être gérés avec les formules précédentes. Dans les années qui ont suivi, l'instabilité est devenue la norme, les gouvernements se sont succédés sans pouvoir se consolider, les décisions ont été prises sous une pression constante et les troubles sociaux ont continué de croître. Dans des villes comme Barcelone, les conflits ont atteint des niveaux extrêmes, avec des affrontements entre travailleurs et forces liés aux intérêts des entreprises, générant un climat de violence soutenu qui montre la fragilité du pouvoir. En 1920, l'assassinat du Premier ministre Eduardo Dato confirme que la violence politique a atteint des niveaux irréversibles. Cette même période a été marquée par une augmentation significative des grèves, des affrontements et des actions radicales, alors que le pays évoluait vers une situation de plus en plus difficile à contrôler. Cependant, le coup le plus dur viendra peu de temps après, le 5 juin 1921, en Afrique du Nord, l'armée espagnole subit l'une de ses plus grandes défaites, la bataille d'Annual devint un symbole d'échec militaire et de désorganisation interne. Des milliers de soldats moururent ou furent capturés dans une retraite chaotique qui révéla de graves erreurs de planification et de leadership. L'impact a été immédiat, l'opinion publique a réagi avec indignation, des responsabilités ont été exigées et une crise politique de grande ampleur a éclaté, le prestige de l'armée a été profondément endommagé et la confiance dans les dirigeants du pays s'est encore affaiblie. Ce qui jusqu'alors était une accumulation de tensions s'est transformé en une évidente perte de contrôle. Entre 1921 et 1923, la situation ne s'améliore pas, la guerre au Maroc continue de générer de l'usure, les tensions sociales continuent de croître et la politique est bloquée, incapable d'offrir des solutions claires. Dans ce contexte, le 13 septembre 1923, le général Primo de Rivera réalise un coup d'État, mettant fin à l'étape précédente et ouvrant une nouvelle phase sous contrôle militaire. Avec ce mouvement, un cycle commencé il y a des décennies a été clôturé, ce qui en 1874 avait été présenté comme un moyen de stabiliser le pays se soldait désormais par une intervention directe de l'armée, démontrant que les structures précédentes ne pouvaient plus soutenir la réalité formée au fil du temps. Le pays entre ainsi dans une nouvelle étape, marquée par la suspension de la vie politique telle qu'on la connaissait jusqu'alors, mais loin de résoudre les problèmes accumulés, cette décision n'a fait que retarder une transformation bien plus profonde qui était encore à venir. Après le coup d'État du 13 septembre 1923, Miguel Primo de Rivera prend le contrôle du pays avec le soutien du roi Alphonse. Sur le plan extérieur, la guerre au Maroc se poursuit jusqu'à ce qu'en 1925, la collaboration entre les forces espagnoles et françaises permette de renverser la situation après le débarquement d'Al-Hoceima, marquant le début de la fin du conflit africain.
Ce succès militaire donne un répit momentané au pouvoir, mais ne résout pas les problèmes internes qui ne cessent de s'accumuler. Malgré quelques avancées concrètes, la réalité du pays n'a pas changé sur le fond, le manque de représentation, les tensions sociales et la déconnexion entre le pouvoir et la population sont restés présents. Avec le temps, même les secteurs qui avaient initialement soutenu l'intervention ont commencé à prendre leur distance, et l'usure politique est devenue évidente. Vers la fin de la décennie, la situation est devenue intenable. En janvier 1930, Primo de Rivera démissionne et quitte le pays, laissant derrière lui une structure affaiblie et une monarchie de plus en plus remise en question. Le roi a tenté de réorienter la situation en nommant de nouveaux gouvernements, mais la confiance était déjà profondément érodée. Les mois suivants ont été marqués par des tentatives infructueuses de retour à la normalité, alors que le soutien aux forces républicaines et aux nouvelles formes d'organisation politique augmentait, le mécontentement n'était plus un phénomène isolé, il s'était propagé à de larges secteurs de la société. Le moment décisif survint le 12 avril 1931, avec la tenue d'élections municipales qui, bien qu'apparemment locales, devinrent un indicateur clair de l'état réel du pays. Dans les grandes villes, où le changement social était le plus visible, les candidats républicains ont obtenu une victoire éclatante. 2 jours plus tard, le 14 avril 1931, la Deuxième République est proclamée, mettant fin au règne d'Alphonse XIII, qui quitte le pays sans confrontation directe, clôturant ainsi une étape commencée il y a des décennies avec l'intention de stabiliser le pays. Ce qui a suivi n'était pas simplement un changement de forme politique, c'était le résultat d'un long processus, construit au fil d'années de tensions accumulées, de décisions ratées et de transformations sociales qui ne pouvaient plus être contenues. L'Espagne entrait dans une nouvelle phase, avec de nouvelles attentes, de nouveaux défis et une réalité profondément différente de celle qui avait donné naissance à la Restauration. Parce que les processus historiques ne s'arrêtent pas, ils évoluent, ils s'adaptent et, lorsque la pression dépasse certaines limites, ils finissent par tout transformer. Et ce qui allait arriver, serait encore plus intense. Avec la proclamation du 14 avril 1931, l'Espagne entre dans une toute nouvelle étape, ce n'est pas seulement un changement politique, c'est la conséquence de décennies de transformations sociales qui ont finalement dépassé les limites du pouvoir traditionnel. Le nouveau gouvernement assume la responsabilité de réorganiser le pays à tous les niveaux, depuis la structure institutionnelle jusqu'aux conditions de vie de la population. L'un des premiers objectifs était d'élaborer une nouvelle constitution, un processus qui a commencé immédiatement et qui visait à établir une base plus large de participation et de droits. En mai 1931, la liberté religieuse est proclamée, marquant une rupture avec l'influence historique de l'Église dans la vie publique. Dans le même temps, des réformes ont été proposées pour améliorer la situation dans les campagnes, où les inégalités étaient particulièrement évidentes, et des changements ont été encouragés dans le domaine militaire afin de moderniser et de réduire son influence directe sur la politique. Le 28 juin 1931 ont eu lieu des élections qui ont donné naissance à un parlement dominé par les forces réformistes, ce qui a permis d'avancer dans la rédaction de la nouvelle constitution, finalement approuvée le 9 décembre de la même année. Ce texte établit un cadre fondé sur les droits individuels, la réorganisation territoriale et un nouvel équilibre des pouvoirs, traduisant la volonté d'adapter le pays à une réalité sociale différente. Cependant, dès le début, la nouvelle étape a été marquée par de profondes tensions, d'une part entre des secteurs qui promouvaient des changements rapides et structurels, de l'autre entre des groupes qui voyaient dans ces transformations une menace directe pour leurs intérêts et leur façon de comprendre le pays. Cette division n'était pas superficielle, elle était enracinée dans des différences économiques, sociales et idéologiques accumulées au fil des décennies. Sur le lieu de travail, les organisations syndicales ont accru leur influence, favorisant les mobilisations et faisant pression pour accélérer les réformes, tandis que dans d'autres régions du pays,
notamment dans les zones rurales, la résistance au changement a généré des conflits constants, la distance entre les attentes de transformation et la capacité réelle de les appliquer est devenue de plus en plus évidente. La nouvelle étape avançait avec des décisions importantes, mais aussi avec une tension croissante qui ne disparaissait pas. Le pays ne partait pas de zéro, il avait une histoire complexe, avec des structures sociales profondément inégales et une population de plus en plus mobilisée, qui faisait de chaque réforme un point de friction. Ce qui avait commencé comme une opportunité de réorganisation s'est progressivement transformé en un scénario d'affrontement, où chaque avancée suscitait une réaction, et où l'équilibre devenait de plus en plus difficile à maintenir. Après l'approbation de la Constitution en décembre 1931, le nouveau pouvoir politique entame une phase de réforme profonde dans le but de transformer des structures qui n'ont pas connu de réels changements depuis des décennies. La direction de Manuel Azaña a marqué cette étape en se concentrant sur la modification d'aspects clés tels que la propriété foncière, l'organisation de l'armée, l'éducation et les relations entre l'État et l'Église. Dans le domaine agraire, la priorité était de corriger une situation profondément inégale, de grandes étendues de terre restaient entre les mains de quelques propriétaires alors qu'une grande partie de la paysannerie vivait dans des conditions précaires. La proposition cherchait à redistribuer ces terres et à permettre à ceux qui les travaillaient d'y accéder, dans le but de générer une base économique plus stable et de réduire le déséquilibre social dans les campagnes. En même temps, une transformation a été promue dans l'armée, non seulement du point de vue organisationnel, mais aussi en l'adaptant aux besoins réels du pays, en réduisant sa taille et en limitant son rôle politique, une mesure qui cherchait à éviter les interventions qui avaient marqué les étapes précédentes. Dans le domaine éducatif et culturel, une profonde modernisation a été proposée, séparant l'enseignement de l'influence directe de l'Église et promouvant une éducation plus laïque, orientée vers de nouvelles façons de penser. Cette décision a suscité de vives réactions, car elle affectait une institution qui jouait un rôle central depuis des siècles. Les réformes ne se sont pas limitées à ces domaines, la question territoriale a également été abordée, ouvrant la porte à des formes d'autonomie dans des régions avec leur propre identité, ce qui a représenté un changement significatif dans l'organisation du pays et dans la manière de comprendre l'unité nationale. Cependant, chacun de ces mouvements a généré une réponse immédiate, les secteurs conservateurs, les propriétaires fonciers, une partie de l'armée et les groupes religieux ont perçu ces transformations comme une menace directe pour leur position, ce qui a suscité une opposition de plus en plus intense. La tension a commencé à croître à tous les niveaux, dans les campagnes, dans les villes, dans les institutions. Ce qui était initialement considéré comme un processus de modernisation a commencé à devenir un scénario de confrontation, où chaque réforme ouvrait un nouveau front. Le pays avançait, mais sur une ligne de plus en plus instable, où les attentes de changement se heurtaient constamment aux résistances existantes et où la possibilité de maintenir un équilibre durable devenait de plus en plus difficile. L'étape réformiste n'a pas seulement transformé les structures, elle a redéfini les relations entre les différents groupes qui composent la société et, dans ce processus, la tension a cessé d'être un élément secondaire pour devenir l'axe central de la vie politique. À partir de 1933, le cours de la République changea nettement, les élections inaugurèrent une période dominée par les forces de droite qui stoppèrent une grande partie des réformes initiées les années précédentes. Cette période, connue sous le nom de biennium noir, n'a pas seulement modifié les décisions politiques, elle a également modifié l'équilibre que l'on tentait de construire depuis 1931. Les tensions se sont rapidement accrues, la méfiance entre les blocs s'est accentuée et le conflit a cessé d'être uniquement politique et s'est déplacé vers la rue. En octobre 1934 éclata une insurrection particulièrement intense dans les Asturies et en Catalogne. Au nord, elle adopte un caractère social avec une forte participation ouvrière, tandis qu'en Catalogne elle est liée à une rupture institutionnelle qui remet directement en question le pouvoir central.
Les deux mouvements ont été réprimés par l'armée, laissant place à un scénario marqué par la répression et encore plus de divisions accentuées. Après ces événements, le pays s'est structuré dans des positions de plus en plus rigides, où chaque décision renforçait la perception de menace dans le bloc adverse. L'espace pour les accords était considérablement réduit et la politique commençait à tourner autour d'une confrontation permanente. En février 1936, de nouvelles élections eurent lieu et le Front populaire gagna, ce qui rendit le pouvoir à une coalition de gauche qui tentait de reprendre les réformes en cours, mais le contexte était déjà différent, l'accumulation de tensions avait complètement transformé le scénario, et chaque mesure était interprétée comme un pas vers une plus grande confrontation. La violence politique s'est intensifiée au cours des mois suivants, des attaques, des affrontements et des actions organisées ont eu lieu dans différentes parties du pays, créant un climat d'instabilité constante. En juillet 1936, l'assassinat d'un lieutenant de la garde d'assaut fut suivi de la mort d'un leader politique de premier plan, un épisode qui montra à quel point la situation avait dépassé toute capacité de confinement institutionnel. Le 17 juillet 1936, un soulèvement militaire éclate en Afrique du Nord et le lendemain, le 18 juillet, il s'étend à la péninsule. Ce qui semblait au début être un soulèvement limité s'est rapidement transformé en un conflit généralisé, le territoire a été divisé et les structures de l'État ont cessé de fonctionner de manière unifiée. La guerre avait commencé. Non pas comme une rupture spontanée, mais comme la conséquence d'un processus prolongé dans lequel se sont accumulées des tensions non résolues, des réformes incomplètes et des conflits de plus en plus profonds. Depuis plus d'un demi-siècle, le pays a tenté de maintenir un équilibre qui n'a jamais été pleinement consolidé, de la Restauration amorcée en 1874 jusqu'aux transformations de la République, chaque étape a laissé ouvertes de nouvelles fractures qui, au fil du temps, sont devenues incompatibles les unes avec les autres. En 1936, ces fractures cessèrent de coexister. Et ils ont commencé à s'affronter directement. Avec l'épidémie de juillet 1936, le pays a cessé de fonctionner comme une structure unifiée et a été divisé en deux zones répondant à des projets complètement différents. En quelques semaines, le territoire s'est fragmenté et chaque partie a commencé à s'organiser selon ses propres objectifs, ressources et formes de contrôle. Dans la zone rebelle, le commandement s'est progressivement concentré, au fil des premiers mois, le besoin de coordination a conduit à unifier le leadership militaire, et finalement le contrôle a été entre les mains d'une direction unique, ce qui a permis une organisation plus centralisée et une stratégie plus définie sur le terrain. Du côté républicain, la situation était plus complexe, coexistaient différentes forces politiques, syndicats et groupes armés qui partageaient l'objectif d'arrêter le soulèvement, mais n'étaient pas toujours d'accord sur la manière d'y parvenir. Cette diversité a rendu la coordination militaire difficile dans les premiers instants, même si au fil du temps on a tenté de réorganiser les forces en créant une armée structurée pour remplacer les milices initiales. Le conflit n'a pas tardé à acquérir une dimension internationale. Dès le début, les deux parties ont recherché un soutien étranger. Les puissances européennes ont officiellement adopté une position de non-intervention, mais dans la pratique, l'aide est arrivée de manière inégale, ce qui a directement influencé le développement du conflit. Du côté des rebelles, le soutien extérieur a permis de renforcer les capacités militaires, notamment dans des domaines clés comme l'aviation et la logistique, tandis que du côté républicain, l'aide était plus limitée et dépendait largement d'approvisionnements spécifiques et de la participation de volontaires étrangers intégrés dans des unités de combat. Au fil des mois, le conflit s'est transformé en une guerre prolongée, avec des phases d'avancée et de stagnation, où le contrôle du territoire est devenu le facteur décisif. Certaines opérations ont marqué des moments clés, mais le résultat final a été conditionné par la capacité à maintenir une structure militaire cohérente et durable dans le temps.
La guerre a cessé d'être une simple confrontation interne et est devenue un scénario où se reflétaient des tensions idéologiques et stratégiques plus larges, qui dépassaient le pays lui-même, augmentant sa complexité et prolongeant sa durée. Ce qui avait commencé comme un soulèvement militaire a fini par devenir un conflit total, où se sont affrontés non seulement des armées, mais aussi des modèles d'organisation politique, sociale et économique complètement différents. Le pays a franchi un point de non-retour. Et le résultat dépendrait non seulement de la force sur le champ de bataille, mais aussi de la capacité à soutenir un projet à long terme au milieu d'une réalité de plus en plus extrême. Au fur et à mesure que la guerre progressait, l'équilibre entre les deux camps s'est progressivement incliné, ce qui était initialement un affrontement incertain a commencé à montrer une direction plus claire, la capacité d'organisation, le contrôle du territoire et le soutien reçu de l'étranger ont marqué des différences décisives dans le développement du conflit. Au cours des années 1937 et 1938, les opérations militaires s'intensifient sur différents fronts, certaines offensives marquent des moments clés, mais montrent également les limites de chaque camp, l'usure est constante, tant en ressources qu'en vies humaines, et la guerre devient une épreuve prolongée où la résistance et la capacité de soutenir l'effort sont décisives. L'offensive de l'Ebre, en 1938, représenta l'une des tentatives les plus importantes pour changer le cours de la guerre, mais elle ne parvint pas à modifier le résultat final. À partir de ce moment, la situation est devenue de plus en plus difficile pour le camp républicain, qui a vu sa capacité de manœuvre se réduire tandis que l'avancée de l'autre camp devenait plus constante. Au début de 1939, la situation était déjà intenable, le contrôle du territoire était pratiquement défini et la dernière résistance se concentrait sur des points précis. En janvier de la même année, les troupes avancèrent vers la Catalogne et, en février, leur occupation fut achevée, laissant le reste du territoire sans réelle capacité de réorganisation. Madrid a résisté le plus longtemps, devenant le dernier symbole de la défense républicaine, mais le manque de ressources et l'impossibilité de renverser la situation ont rendu l'issue inévitable. Le 28 mars 1939, les troupes entrent dans la capitale et quelques jours plus tard, le 1er avril 1939, la fin de la guerre est officiellement annoncée. Ainsi s'achève un conflit qui a complètement transformé le pays, non seulement en termes matériels, mais aussi dans sa structure sociale, politique et humaine. La guerre n'a pas seulement été un affrontement militaire, elle a été la manifestation la plus extrême d'un processus de rupture qui s'est construit depuis des décennies. Les conséquences ne se sont pas arrêtées avec la fin des combats, elles ont profondément marqué le développement ultérieur du pays, définissant une nouvelle étape qui durera des années et qui conditionnera le cours de générations entières. Ce qui a commencé comme un processus de tensions accumulées s'est terminé par une transformation totale. Et son impact resterait présent bien après le dernier coup.